Si vous le permettez, on attaque. On va faire les petits tours Ok. d'écran habituels aussi pour que tout le monde se présente. Le tour d'écran consistera, nom, prénom, hein, pour éviter que je le mette après en bas, et votre club ou structure actuelle, hein, ou votre parcours rapidement. Et éventuellement, peut-être spécialement pour aujourd'hui et pour Jérôme, qui va prendre la main assez tôt dans la visio, dire quelles sont vos attentes sur le sujet qu'on va essayer d'initier entre nous. C'est celui qui allie qualité et capacité de vision à l'action, hein, bien évidemment en passant par la décision. Donc c'est un champ assez vaste. Et comme tout entraîneur un peu moderne, nous, on est plein de curiosité, ça c'est cool, mais on va essayer de l'approfondir vraiment avec Jérôme, mais aussi on va élargir certainement, hein, plein d'autres sujets et raccrocher plein d'autres sujets à ça. Je vois qu'Hubert est en train de se connecter. Donc, pendant qu'il se connecte, si vous le permettez, on commence le tour d'écran. Jérôme, à toi l'honneur, puisque tu es à l'initiative de l'idée, en tous les cas. Alors, moi, je suis Jérôme Trésarieux. Je suis responsable de l'école de rugby à Libourne et je fais l'analyse vidéo et des skills et donc tout un travail sur la vision du jeu avec les espoirs à Brive. Ça fait 3 ans que je suis à Brive, où j'avais des cadets et des crabos avant de passer sur ce type-là en espoir. Voilà. Parfait. Stéphane, je te vois en Oui, bonjour à tous, moi je suis Stéphane Lagache. Moi je suis cadre technique territorial sur la zone anti-Guyane et particulièrement sur la Martinique. Voilà, donc moi chez moi il est 5h10 du matin et je suis très heureux de partager un moment de convivialité, d'échange avec vous. De bon matin. Et tu as le soleil, toi. Nous, non. Enfin, ici en Charente, on l'a pas. David, feu. Alors, bonjour à tous, c'est Akian David. Ma structure, c'est Provence Rugby. J'entraîne dans la catégorie Espoir, plus particulièrement les trois quarts. Et mon attente aujourd'hui, ça serait de voir un petit peu comment on peut combiner la lecture avec d'autres ressources. Voilà. Travailler la lecture, mais aussi le côté technique et le côté physique, pourquoi pas en même temps. Bonjour, moi c'est Alex Benedetti, je suis directeur technique national pour la Fédération luxembourgeoise de rugby, anciennement cadre technique Provence et Alsace-Lorraine. J'entraîne la sélection nationale U18 de la Fédé et je suis responsable du centre de formation fédéral. Et au niveau de mes attentes, pareil, hein, c'est essayer de connecter un petit peu la ressource de prise d'infos, perception, avec toute la cascade décisionnelle et pourquoi pas essayer de mettre en place des outils qui permettent éventuellement soit de cadrer, soit de gagner du temps dans cette cascade de perception, décision, action. Ok. Romain, welcome. Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Cazel, moi je suis CTC sur la Ligue des Hauts-de-France, en cours de formation DE au CNR. Et j'interviens cette année sur une équipe cadet en national et l'année prochaine sur une équipe Crabos League. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré les visios que vous proposez pour enrichir en fait tout simplement les compétences. C'est par curiosité, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de technico-tactique à l'heure d'aujourd'hui dans nos pratiques. Et donc, voilà, c'était surtout par curiosité. Ok, welcome. Laurent, est-ce que tu es... Bonjour à tous, Laurent Pamène. Donc, j'interviens dans le cadre du club de Provence Rugby où j'entraîne les cadets Godermen depuis 2 ans. Précédemment, responsable de l'école de rugby de Gignac-Lanert, un club de Bouches-du-Rhône. Et mes attentes, c'est directement lié à la catégorie. C'est un secteur qui est très compliqué à faire intégrer aux nouveaux cadets. Ce qui monte de la catégorie moins de 14, la lecture de jeu, c'est un secteur très compliqué à faire travailler. Donc, j'attends beaucoup de réponses et de petites clés. Voilà. Donc, Hubert du Nord, de Douai, en dessous de Lille, éducateur rugby en milieu scolaire. Psychologue de formation et préparateur mental en cours de formation. Voilà. Parfait. Et donc, je baigne dans le rugby depuis un bon moment. Voilà. Donc, on va lancer le sujet. Donc, comme tu le vois, hein, Jérôme, les attentes sont nombreuses sur la capacité de lecture et de décision terrain au sens large du terme. Mais ce que vous allez voir au début, c'est vraiment un approfondissement de la qualité visuelle d'abord. Hein, donc, ça, c'est le moyen et le thème d'entrée, en fait, on va dire.
On te laisse la main, Jérôme. Ok, je partage. Donc, ce que je vous présente là, ça sera plutôt au départ la partie un peu théorique de la vision du jeu. C'est un document que je présente aux gamins, c'est-à-dire que ce soit des cadets à la mercerie, des crabos ou des espoirs. Donc voilà, l'idée de départ était arrivée avec un joueur blessé, un joueur qui se fait les croisés en fin de saison et qui est au fond du trou. Et je lui dis, ben, il te reste 2 yeux, il te reste 2 mains. Il faut que dans 6 mois, tu aies des yeux en or et des mains en or. Après, moi, les pieds, j'y connais rien et je ne vais pas te résoudre ça. Et donc, tout le travail a commencé à partir de là. Donc, un des principes simples, c'est qu'en fonction de ce que je vois, bah, mes mains et mes pieds vont réagir. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la réponse motrice. La réponse motrice est de ne pas juste être sur un travail de l'œil, où dans ce cas-là, on fait de l'oculomotricité, on va avoir des spécialistes de ce domaine-là. On ne fait pas que de l'œil, on fait surtout quelle est la réponse que l'on va donner à cet œil. Donc, au départ, je leur présente quelques petits éléments de base. 80 à 90% des décisions prises dans le sport de haut niveau dépendent des informations visuelles. Donc, fatalement, c'est un secteur qu'il va falloir travailler et qu'il va falloir approfondir. Juste, je leur présente le spectre de la vision que vous avez ici. Donc, on a une vision centrale qui est ici au milieu. Sur celle-là, on perçoit quand même assez bien les choses. Et ensuite, on a la vision périphérique là de chaque côté qui représente 20, 25. Après, on peut essayer de le faire agrandir un petit peu. Et on peut avoir un spectre un peu plus grand et surtout beaucoup plus précis. Et puis, on est dans un sport un peu bizarre où on a tous les soutiens derrière nous. Et en théorie, si on ne tourne pas la tête, il ne se passera jamais rien. Par contre, quand on la tourne la tête, on va avoir au niveau de ma vision périphérique, cette vision-là qui n'est pas forcément très claire, je vais voir tous mes soutiens, je vais voir tous les joueurs qui vont avoir envie de m'impacter ici. Et par contre, à ma vision centrale, je vais voir tous les soutiens qu'il y a plus loin, que ce soit de mon équipe ou de l'équipe adverse. Donc, la mobilité du cou, si on fait des exercices physiques, elle est forcément importante. Si je suis raide, je vais avoir du mal à prendre ces informations et à balayer donc toute cette zone. Là, je leur fais passer un petit test, donc j'espère que ça va fonctionner en même temps pour vous. Votre but, c'est de compter le nombre de passes que va se faire l'équipe blanche. Alors, la vidéo, elle est un peu sombre. Il y a une équipe blanche, une équipe noire. Je vous laisse. Il peut y avoir aussi des problèmes de vitesse liés au réseau. Donc, on essaye. Ok, donc on essaye ça. Après, je vous assurerai des choses que j'ai vues avec les joueurs si ça a mal fonctionné. Donc, l'équipe blanche, là, vous en avez 4. Ils vont se faire des passes. Il y a une équipe blanche, une équipe noire. Donc, forcément, ils se passent les uns devant les autres. Et il faut essayer de bien suivre le ballon pour savoir combien de passes ils se font. Ok. Est-ce que vous avez pu voir? Ouais, ça a été bien pour tout le monde à peu près. Ouais. David, c'est bon pour toi aussi? Tout le monde a pu compter le bon nombre de passes? Vous en avez trouvé combien? 13. Moi, j'ai 13, ouais. 12. Ok. J'en ai vu 20. 20. Ok. Non, la bonne réponse, c'était 13. Mais au-delà de ça, en fait, si vous voulez, quand on le fait avec les gamins, 13, ils le voient. Ils ont l'écran devant les yeux. Il n'y a pas de souci. Les 13, quasiment tout le monde les voit. Par contre, est-ce que vous avez vu passer le gorille qu'il y a derrière? Donc, je relance la vidéo vite fait. C'est exactement la même vidéo, je vous le promets. C'était obligé de faire 2 diapos pour pouvoir le lancer. Vérifier. Et vérifier, oui, parce que tu avais peut-être le doute. Et donc, voilà, vous avez un gorille qui vient passer déguisé là au milieu et qui est flagrant quand on le sait. Voilà, c'est monstrueux, on ne voit que lui, quoi. Ça, en fait, c'est un petit test fait par la sécurité routière pour montrer aux gens qu'on ne peut pas utiliser le téléphone portable, envoyer des SMS et conduire en même temps. Et bien là, le principe pour moi, c'est alors déjà le résultat des tests, parce que je leur fais passer 3 tests différents avec des choses différentes, plus ou moins ludiques. Tout le monde se plante plus ou moins un peu partout et ne voit pas ce genre de choses. Donc, pour pouvoir voir, pour moi, il faut savoir quoi regarder. Si on ne sait pas quoi regarder, ça va être très difficile de voir quelque chose. La preuve, de suite, je vous ai dit, ça va être sombre, regardez bien le ballon, ainsi de suite. Et déjà, rien que parce que je vous ai dit, je vous ai induit à aller regarder quelque chose de précis et pas forcément de tout voir. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de travailler le savoir avec les joueurs, c'est sur les phases statiques, suivant mon poste, qu'est-ce que je vais regarder.
Et donc, les gamins, en fait, quand on leur demande, ils vont nous citer tout un tas de choses. En général, elle ne sera peut-être pas complète, leur checklist, mais ils ont quand même beaucoup d'idées. Et si on regarde dans quel ordre il nous les donne, il va nous le donner un coup sur un truc à gauche, un coup sur un truc à droite, au troisième rideau, au premier rideau, et puis il va repartir dans l'autre sens. Et en fait, on n'aura pas quelque chose de ciblé sur réellement avec l'arrivée du ballon, la sortie du ballon, et d'avoir une checklist un peu logique au niveau de l'espace de ce que je dois regarder. Donc ça, c'est un travail qu'on va mener avec eux, où on va passer un peu de temps pour savoir réellement, je joue demi-mêlée, c'est peut-être le cas le plus complet. Il y a une mêlée à gauche, c'est pas pareil que si elle est à droite, je joue 10. On est à 2 mètres de la ligne, 5 mètres de la ligne adverse ou 5 mètres de notre ligne. On va pas regarder les mêmes choses et on va pas faire la même checklist. Et ça, déjà, c'est une chose importante. Et ensuite, on va passer sur le mouvement du ballon, parce que c'est quand même là où on veut tous qu'ils prennent des décisions, où il se passe des choses. On finit sur le petit côté théorique. Dans la vision, il y a plusieurs domaines. Moi, je les ai regroupés en 4 grandes parties. C'est le cadre. Donc, le cadre, c'est mes yeux. Ils sont capables de se déplacer dans un certain cadre. Et ce cadre-là, on peut essayer de l'augmenter. D'accord ? Ensuite, il y a la résolution visuelle. C'est-à-dire que mon cadre, il a beau être grand. S'il y a quelque chose qui passe vite devant, il faut que je sois capable de le voir et de le voir suffisamment bien pour comprendre ce que c'est. Ensuite, il n'y a pas que du 2D dans mon cadre, il y a aussi du 3D. Donc, c'est la perception de la profondeur avec les différents rideaux. Et avec la vision périphérique qui est primordiale, puisque suivant comment on tourne la tête, en fait, il n'y a que par là qu'on va avoir des informations, ou presque que par là. Voilà. Et tout ça, bien l'avoir dans ce qui est la réponse motrice, dans la réaction motrice, tout ça l'enchaîner avec des contenus où on va mener une réponse motrice. Et pour juste finir, sur l'œil directeur, on va faire varier la difficulté des exercices ou des choses avec l'œil directeur. L'œil directeur, je ne sais pas si vous connaissez ce test-là. Vous mettez vos mains devant en losange, vous visez une cible avec vos 2 yeux ouverts. Vous fermez un œil. Si la cible elle a bougé, c'est que l'œil que vous avez fermé était votre œil directeur. Donc, en fait, on a un œil qui est plus fort que l'autre et qui va être directeur. Si c'est mon œil droit, toutes les passes qui vont arriver de la droite, je vais les voir bien arriver et j'aurai tendance à faire moins d'en avant que de la gauche. Par contre, une fois que je l'ai attrapé du côté droit et que je vais me tourner la tête du côté gauche, je vais bien voir les adversaires. Je vais peut-être un peu moins bien voir mes collègues. Donc, en masquant ces yeux-là, on va les obliger à tourner un peu plus la tête, à faire un travail des cervicales qui va faire qu'on va avoir un mouvement de la tête plus large pour être plus précis. Voilà pour le côté un peu théorique de cette présentation. Ok, très bien. Ok, petite intro en matière. Donc déjà sur la première étape, c'est savoir regarder. Alors savoir quoi regarder, ça c'est super intéressant déjà de le checklister avec les joueurs par poste, par situation, par statut, quand tu es en attaque, en défense, etc. Il y a beaucoup de choses à faire rien qu'à ce niveau-là. Super. Donc ce que je vous propose, c'est de recueillir un peu vos avis avec cette entrée en matière et vos questions. Jérôme un plaisir d'y répondre. Avant d'aborder les 2 autres chapitres, ça va être des chapitres concrets sur comment on l'entraîne en fait. Il va y avoir du contenu derrière. Mais déjà sur l'aspect sur le premier chapitre un peu plus théorique, on va dire, quels sont vos commentaires et vos questions? En fait, la difficulté pour nous, c'est de les obliger à ne pas regarder quelque part. Voilà. Avant de les obliger à regarder partout, c'est de ne pas regarder le ballon. C'est la première difficulté. Parce qu'ils ont 90% du temps les yeux fixés sur le ballon et sur les rucks. Et donc, la première difficulté avant de leur apprendre à diriger leur regard vers des situations plus importantes pour la suite, c'est déjà de les obliger à quitter ces yeux du ballon. Voilà. Ça, c'est la première réflexion. C'est très, très compliqué parce que c'est quasiment un réflexe naturel. Je parle pour la catégorie cadet Goderman. Et après, il y a toute la difficulté de donner des repères, à savoir où regarder et dans quel but. Voilà. Autre question, autre remarque sur cette approche-là. Est-ce qu'on travaille le regarder? Est-ce qu'on fait attention à tout ça? Est-ce que… Pas forcément tout le temps. C'est vrai que dans les collectifs, en tout cas dans le mien, ça reste un concept. On en entend parler, mais franchement, on ne le met pas en place de manière concrète. Et j'aurais une question pour Jérôme. Est-ce qu'en fonction de
de l'œil directeur. Une fois que tu as déterminé l'œil directeur d'un joueur, je vais te prendre l'exemple bien précis des ailiers. Et tu évoquais la problématique, en tout cas le cas où le ballon va arriver d'un côté. Est-ce qu'en fonction de l'œil directeur d'un joueur qui joue ailier, tu vas favoriser le placement d'un côté ou de l'autre du terrain? Alors, en théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui, oui, oui. Alors moi, je n'entraîne pas, donc je ne fais pas les compositions d'équipe. Mais en théorie, oui, il faudrait aussi en arriver là. Nous, en plus, on est un peu moins embêtés qu'au foot, parce qu'au foot, en plus, ils ont un pied directeur. Il suffit que l'œil et le pied se croisent, ça devient vite le bordel et on ne peut pas les mettre n'importe où. Alors qu'au rugby, c'est un peu moins embêtant, parce que c'est juste une notion de quelques degrés de tourner la tête. On peut avoir deux mecs qui ont deux yeux, les deux mêmes yeux directeurs et les avoir un d'un côté, un de l'autre. C'est pas un gros souci. Mais après, c'est intéressant pour eux de comprendre lequel c'est et de regarder leurs vidéos de matchs, de choses comme ça et de s'apercevoir que finalement, ils font un peu plus de fautes d'un côté que de l'autre. Et donc, ça, il suffit juste de le modifier un tout petit peu. Et puis derrière, ça marche. C'est pas un travail de fou, quoi. Juste sur l'œil direct. Qu'ils prennent conscience pour exagérer peut-être des micro-gestes, quoi. C'est ça. Et s'adapter. OK. Prendre conscience et puis peut-être aussi en termes de confiance en soi, stabiliser ce côté fort et qui demande du coup moins d'attention. Et pour le côté où ils sont moins à l'aise, travailler davantage, augmenter le niveau d'attention sur ce côté-là, parce que justement, c'est peut-être le côté où ils auront besoin d'être plus précis et du coup d'être plus vigilants et pas lâcher l'autre côté pour autant, mais travailler davantage l'attention sur le côté un peu plus faible. Qui ressort de beaucoup de thèses sur la vision, sur tout ça, c'est que ça fait surtout énormément travailler le cerveau et des fois on fait travailler plus le cerveau, la concentration que l'œil lui-même. En fait, tout le travail que l'on va faire va les obliger d'être en éveil et d'être très concentrés sur ce qu'ils font et ça pourra s'adapter pour après. Tu dis, Jérôme. Ce qui m'interpelle dans ce que dit Hubert, c'est vrai que le fait de travailler l'attention, c'est primordial, mais comment faire travailler l'attention à un joueur? Parce que moi, je vois certains joueurs, si tu leur dis juste, bon, il faut que tu sois plus attentif. Ok, tu le mets devant un petit peu un état de fait, mais comment concrètement tu fais travailler l'attention à un joueur d'un côté ou de l'autre ou dans un secteur bien précis? C'est peut-être, Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses, on se garde ça pour les contenus après. Hein, on a deux parties de contenu bien spécifiques, un travail individuel et un travail collectif. Donc, ça va, je pense, en partie éclairer ta question. Si tu veux, mais juste un truc, je pense que juste avec la checklist déjà, si tu lui dis tu dois regarder ça, tu dois regarder ça, tu dois regarder ça, il ne peut pas être la main sur les genoux en train de regarder la gonzesse qui est sur le bord de la touche. Enfin, il est obligé s'il a ça en tête, tu vois, il est obligé de passer par là. Et donc, comme le temps est quand même assez court, ben, il va être obligé d'être attentif, en tout cas un peu plus. Stéphane, tu voulais… Moi, ce que je pense, c'est que, comme tu l'as souligné, Jérôme, ça demande une forte mobilisation, la forte ressource du perceptif décisionnel, le voir, juger, décider, agir. On ne peut pas faire des séquences d'1h30, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la méthode. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a, comment dire, sur quel repère on va jouer, sur quel scénario on va construire pour justement que les joueurs s'approprient des repères qui seront de jeu, sur lesquels on va pouvoir, au fur et à mesure, décomposer, le rendre plus facile. Pour ceux qui sont en difficulté, le rendre plus difficile. Voilà, jouer sur le rapport espace-temps, parce que plus c'est rapide, plus il faut vite prendre la décision. Donc, je crois que c'est une vraie méthode d'entraînement. Comment ça s'entraîne? J'ai envie de dire c'est des séquences qui sont bien réfléchies. C'est des situations problèmes avec des lancements de jeu clairement identifiés. Et je crois que c'est là où est vraiment la richesse de notre méthode. Et je crois qu'aujourd'hui, entre jouer bien et jouer juste, là, aujourd'hui, on est dans du jouer juste. Et si on veut jouer juste, c'est des séquences qui doivent être courtes, intenses sur une thématique bien précise. Voilà. C'est ce que par rapport à ce que Jérôme a développé. Après, l'histoire de l'œil directeur, tu viens de me faire découvrir quelque chose et je lirai des documents par rapport à ça parce que je n'avais pas notion de l'importance. Et je l'ai fait moi-même. Voilà, juste en tournant ici, c'est vrai que là, je vois les défenseurs, mais là, à un moment, j'ai une limite. Alors que de ce côté-là,
forcément, j'ai un angle beaucoup plus grand. C'est assez marrant quand tu l'as présenté, mais ça m'est venu à l'esprit direct de tester. Ouais, ça a une incidence. Ouais, ouais, très bien. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est confronté à la contrainte de temps et forcément, c'est un travail individuel hein, d'améliorer la qualité visuelle. Hein, voilà. Donc, il va falloir trouver les bons moments. Voilà. Il y a des plages de travail peut-être à privilégier. Mais mis à part ces aspects de contrainte de temps, hein, si on prend conscience qu'entraîner l'œil, c'est être capable de faire un focus hein, visuel et aussi mental hein, pour se préparer à une action, en fait, ça peut tout simplement vouloir dire qu'on va enrichir, on peut enrichir, si on le veut, toute la palette de ce qu'on appelle la préaction. Vous savez, dans chaque geste, on a une préaction, une action, l'action de fin. Bon, les joueurs, eux, ils sont concentrés. Oui, mais vous m'entraînez sur un peu de préaction, un cadrage. Vous m'entraînez sur une action, un plaqué, et éventuellement une fin d'action, un relevé et un contest. Mais peut-être qu'on peut enrichir avec les joueurs la palette de la préaction en mettant à l'avance tout ce qu'il faut pour bien cadrer, c'est-à-dire compte en face, situe-toi là, comme ça, sur les extérieurs, et en fait, la dimension voir et décider fait partie complètement de l'action, en fait. Ils croient que ce n'est pas une action, mais on est déjà en train d'agir, quoi. On est déjà en train de faire des trucs, quoi, avec les copains, communiquer, voir, etc. Donc, quelque part, je pense que ça nous interpelle sur le fait qu'en termes de checklist sur la préaction, on a vachement à remonter le temps, quoi. On a vachement remonté le temps. C'est une interaction collective. Moi, plus que du parler de l'individuel sur le quoi voir, quel repère prendre, c'est vraiment après comment je crée l'interaction collective. C'est-à-dire que le joueur est porteur de balle, il est responsable du ballon, les soutiens sont responsables du porteur. Voilà, à quel moment j'interviens sur le ballon, à quel moment je suis toujours dans la préaction et je me libère dans les espaces de jeu libre. Enfin, voilà, c'est tout. Cette interaction collective, voilà, et quel repère on va mettre pour que justement il y ait une cohérence. Voilà, comment on crée de la cohérence dans les repères collectifs. C'est ça la richesse. On peut dire une chaîne de décision collective. On parle de la cascade, c'est ce qu'Alex a dit, hein, c'est la cascade décisionnelle, quoi. Il y a un porteur de balle, il y a des soutiens proches, il y a des soutiens lointains. Voilà, comment on est capable d'interagir. Ok. Jérôme, tu voulais intervenir ? Non, alors oui, mais ça va, c'est un peu décalé de ce que tu viens de dire. C'est que je pense que c'est quelque chose que l'on peut faire dès les tout petits, en fait. Oui. Et en fait, sur des choses très simples, parce que là, tu parles de collectif, mais je pense que si personne ne sait lire, on a beau leur apprendre, ça peut être compliqué. Mais déjà, enfin, on s'aperçoit au rugby, dans les écoles de rugby, il y a des footballeurs qui arrivent à 12 ans au rugby, ils sont au niveau de la motricité, au niveau de tout ça, 20 fois meilleurs que nos gamins qui sont là depuis nos moins de 6 ans. Ça me rend dingue. Et parce qu'on est un sport où, comme les soutiens sont derrière, on est tout recroquevillé sur nous-mêmes, on regarde rien, on vient marquer derrière des lignes qui sont placées au sol et tout. Et il y a plein de choses avec des pots de couleur, avec des choses comme ça pour redresser ces joueurs, pour leur donner des informations visuelles toutes simples. Il y a 3 portes de couleur. Je vais lever le pot bleu, tu vas marquer à la porte bleue. Mais déjà, je vais être obligé de lever ma tête quand je fais mon parcours de motricité, quand je fais tout un tas de choses. Et en fait, c'est juste, là, ce que je vais présenter après pourrait paraître complexe. Vous allez voir, comme c'était pendant le confinement, je l'ai fait avec mon drôle, il a 7 ans. Et je suis sûr que les drôles, on peut leur apprendre plein de choses là-dessus. Ce qui fait que derrière, ils s'habitueront plus à voir. Et là où on se dit, ouais, ce joueur-là, il a de l'instinct, c'est peut-être qu'il a été juste habitué à certains trucs avant, qu'il a peut-être un peu plus de qualité que les autres là-dessus. Mais ça veut dire qu'à un moment, il voit quelque chose et il le fait. Il ne le fait pas juste pour le plaisir de le faire. Ou alors, c'est qu'il a suffisamment vécu la situation pour pouvoir la faire. Mais je pense que dès les tout petits, ces histoires de plots, ils vont faire un parcours, on va leur montrer des chiffres, ils sont en train de pousser comme des ânes pour apprendre le plaqué, le pousser, on leur montre des chiffres pour qu'ils lèvent la tête. Je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire dès les tout petits. Tu dis quelque chose, enfin, ça me parle, je ne sais pas à vous les garçons, mais c'est vrai que nous, on est un sport riche, donc il faut trouver des équilibres. Nous, notre entrée dans la discipline, elle est souvent liée à l'affectif. Tu vois, apprendre à tomber, apprendre à taper, apprendre à se protéger, apprendre à plaquer. Mais en fait, c'est un jeu d'intelligence et de lecture tout le temps. Si tu rentres dans la pratique dès les plus jeunes âges par… oui, il faut résoudre des problèmes affectifs, bien évidemment qu'on va aller au contact. Mais comme tu disais toi, rien que sur le code, le body language, lever la tête, voir, apprendre à des gamins de 6 ans à jouer au rugby en étant droit, en étant en posture de voir, c'est tout à fait différent que d'entraîner des gamins à se rentrer dans la courge. Ça, et c'est bien un problème culturel et du rugby français. Ouais, bien un problème culturel et philosophique.
Ok, super. Juste un paramètre qui est important à mon avis aussi, c'est la maîtrise technique, la maîtrise de la technique individuelle pour pouvoir être en capacité de la faire dans la lecture. Si un gamin est en difficulté technique, il va être beaucoup plus concentré sur ce qu'il fait sur le moment. Je prends l'exemple d'un jongleur qui débute, il va regarder ses balles parce qu'il va apprendre à jongler. Une fois qu'il sait faire, ça va lui permettre de tourner la tête. Donc je pense que la maîtrise du geste technique favorise aussi beaucoup la capacité à lire le jeu et à être en préaction, je pense. Tout à fait. Dans une précédente visio, on parlait d'affordance. Hein, c'est un concept assez simple. Tu peux voir des choses, mais tu ne feras que ce que tu es capable de maîtriser techniquement. Donc, il faut travailler les deux. Dans la réponse motrice, effectivement, l'aspect maîtrise technique est fondamental. Sinon, tu n'auras pas la réponse motrice. Ton corps refusera de faire ce que tu vois, en fait. Oui, Hubert. En complément à ce que dit Laurent et en morceau de réponse à la question de David tout à l'heure, l'intérêt du mental, c'est de renforcer dans l'esprit le beau geste ou le bon geste qu'on vient de réaliser ou qu'on a appris pour qu'il s'inscrive d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue cognitif et qu'ensuite il soit plus facilement reproductible. Et du coup, de le travailler à l'entraînement et de l'inscrire intellectuellement, entre guillemets, à l'entraînement, en élevant le niveau de complexité ou en mettant de plus en plus de distracteurs, ça permet aussi du coup d'obliger à se concentrer et à se focaliser en termes d'attention sur ce geste-là, ce que demandait David tout à l'heure, et puis du coup en match, d'être prêt à des situations qui vont être complexes ou qui vont demander un niveau de concentration et de préparation intellectuelle un peu élevé. Voilà. Ok, parfait. Pour essayer de faire synthétique. Pendant la formation que je suis en ce moment, là, en DES, on nous a souvent parlé des préférences motrices et aussi voilà, de tout ce qui est lié au visuel. Et ça s'entraîne comme tout le reste. Après, comme je te disais tout à l'heure, Michel, ce n'est pas quelque chose qu'on met de manière concrète et planifiée dans nos collectifs. On l'a fait ponctuellement, tu vois, sur des ateliers, mais plus liés au travail de la technique avec un œil caché, tu vois, avec des cachets. On était plus sur sur la réalisation d'un geste technique avec un œil caché, plus que de la prise d'informations avec un champ de vision restreint. D'accord. Donc, bien évidemment, donc là, c'est sur l'aspect entraînement, hein, il y a deux dimensions. Il y a dans la contrainte de temps, hein, qui est liée à chaque niveau de pratique, il y a une dimension travail individuel qui peut se faire en autonomie, en tête-à-tête avec un entraîneur, en famille éventuellement, avec son copain, son frère, etc., pour gagner du temps, hein, ça c'est certain. Donc, ce qu'on va aborder maintenant avec Jérôme, c'est comment entraîner l'individu. Et ensuite, un autre chapitre, comment entraîner la qualité visuelle et la qualité décisionnelle sur le terrain, hein, au milieu d'un terrain de rugby. Donc, Jérôme, on te laisse balancer la première vidéo, s'il te plaît. Donc, oui, juste tous les exercices que je propose, à chaque fois, j'ai pris ces 4 grands cadres, plus la réponse motrice, pour savoir un peu ce qu'on travaille. Alors, sachant qu'avec le confinement, j'avais pas filmé grand-chose avant. Donc, il y a des choses que j'ai fait pour les gamins depuis chez moi pour qu'ils puissent le travailler chez eux pendant le confinement. Donc, ne jugez pas l'athlète qui est au milieu, qui est soit mon fils, soit moi, parce que c'est pas forcément terrible. Mais on va juger l'artiste. C'est ça. Donc, sur les échauffements, essayez toujours d'échauffer le cou. On a vu l'importance de la mobilité de la tête. Voilà, échauffer un peu les muscles autour des yeux juste en les massant. Ça permettra juste de les activer et de pouvoir démarrer. Et ensuite, tout un tas de petits exercices là avec les pouces. Donc, vous voyez, j'ai la tête qui est fixe et j'ai les yeux qui se déplacent et qui vont aller voir chacun de mes pouces. Donc, je vais agrandir petit à petit jusqu'à arriver au plus grand, dans le sens horizontal, dans le sens vertical et pour finir dans les diagonales. Donc, toujours pour agrandir ce fameux cadre-là, pour essayer de m'entraîner à agrandir ce cadre. Ensuite, je vais le faire sur la vision périphérique. Donc là, vous voyez, j'ai mon regard qui est fixe, qui regarde devant. Et donc, c'est ma vision périphérique qui va travailler pour arriver à avoir le plus grand spectre possible. Donc, pareil, horizontalement, verticalement et au niveau de la diagonale. Et ensuite, je vais y mettre du mouvement.
Donc là, c'est mon œil qui bouge, d'accord? Et j'y mets du mouvement, donc on est dans la résolution visuelle. Et je vais faire la même chose, donc je vais balayer l'ensemble de mon cadre et je fais la même chose avec la vision périphérique, donc en gardant mon regard fixe devant. Ça, c'est un petit travail d'échauffement qui permet de se mettre en route. Au niveau de la vision, j'essaie de le séparer en différents secteurs. Donc, on a d'abord les informations de couleur. Donc là, vous voyez, j'ai mis 4 plots. J'en ai un blanc, un bleu, un rouge, un jaune. Et je vais avoir une indication visuelle en face de moi. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans une école de rugby. Et je vais avoir une réponse motrice qui va être différente suivant le plot qui est montré. Donc là, je faisais un offload à gauche sur le rouge, une passe à gauche sur le jaune, un offload à droite avec le bleu et une passe à droite ici. Mais après, on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, il existe des plots lumineux comme ça. Alors là, ça, c'est un basketteur américain. Je ne me souviens même plus son nom, mais voilà. Et donc, il a des signaux lumineux et il va aller à droite, à gauche, suivant là où il s'allume, venir appuyer dessus. Moi, j'ai essayé de faire ça de façon, vous allez voir, beaucoup plus artisanale. Votre quotidien. Voilà, oui, c'est ça. Donc, j'ai acheté des petites LED à 2,50 € chez Jiffy. Ça m'a coûté plus cher de pile que de LED. Mais j'ai fait sur une feuille, là, ici, j'ai un ballon de foot dans un triangle rouge, un ballon de rugby dans un rectangle blanc. Ici, on ne le voit pas, j'ai mal cadré, j'ai une balle de golf dans un cercle bleu. Et ici, j'ai un ballon de basket dans un losange vert. Et en fait, ici au milieu, j'ai une liste où c'est que c'est noté losange, basket, golf, ainsi de suite. Et mon but, c'est d'aller à chaque fois venir chercher l'information visuelle et aller toucher la partie qui va bien. Je suis désolé, j'ai oublié d'enlever le son. Voilà, hop, basket, je viens appuyer sur ma LED et ainsi de suite. Voilà. J'essaye, j'enlève le son, c'est insupportable. J'essaye juste d'avoir une liste où à la fin tout soit allumé ou tout soit éteint pour voir si le joueur est bien passé par tous les stades. Et moi, je le chronomètre, question que la réponse soit la plus rapide possible. Ensuite, il y a tout ce qui est jonglage avec des balles de tennis. Donc là, il y a tout un tas de choses qui existent. Là, c'est un petit travail de vision périphérique. Donc, on vient faire retomber des balles et donc la balle va passer sur mon côté, sur le côté. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop devant, autrement, c'est ma vision centrale qui travaille. Et là, je vais être sur la vision périphérique avec des travails de réflexe. Et là, pareil, là, il existe 150 000 choses. Et là, il faut juste faire preuve d'imagination. Cet exercice-là, donc, on jongle avec une balle et on vient se faire des passes de foot. Alors là, je leur avais caché un œil, donc ça devenait vite difficile. Mais en fait, c'est un peu compliqué quand même. Donc, même si on voit des vidéos où il y a des gens qui arrivent beaucoup mieux que ça, où ça peut être compliqué. Là, c'est des crabos et là, maintenant, c'est des cadets à la mercerie. Et donc, certains sont plus à l'aise que d'autres. Il existe aussi ce qu'on appelle le neurotracker. Alors ça, je sais que l'équipe de France, a priori, l'utilise. Il y a différentes balles et on va aller les repérer. Il va avoir un mouvement et plus ou moins rapide. Il faut aller repérer quelle est cette balle. Alors nous, on n'a pas les moyens de se payer un neurotracker. Alors j'ai essayé de l'adapter, attention, de façon très très modeste et c'est juste l'idée qui part de là. J'ai pris des balles, il y en a certaines que j'ai teintées, j'ai passé la machine, je les ai teintées en vert. Et donc la réponse motrice quand il y a la balle verte, pour lui par exemple, c'était de le lancer. Quand c'était les balles jaunes, c'était de venir les attraper. Alors après, on peut lui dire de les attraper à une main, de les attraper à deux mains, toujours avec la main droite, toujours avec la main gauche, le mettre debout, avoir d'autres couleurs pour avoir d'autres réponses motrices et surtout avoir un enchaînement un peu plus rapide que celui de la vidéo. Ça, c'est juste un petit exo qui peut être sympa. Alors, j'avais que ça à la maison. Au début, je n'ose pas trop y taper dessus sur mon rôle. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un cadre et il doit aller récupérer les balles. Donc, s'il est plus grand, on lui demande de les attraper à deux mains, à une main. Et suivant la couleur de la balle, de la boxer ou de faire une réponse motrice différente. Okay. Alors pour les voitures derrière. Ouais, voilà, ouais, mais tu vois bien que je tape pas très fort quand même. Ça reste mon drôle et j'ai pas envie de l'esquinter. Mais... Ouais, puis une de deux, c'est pas grave. Ensuite, la vision. Donc, pareil, il existe ça qui est assez intéressant pour travailler la vision. Donc là, c'est une joueuse d'escrime qui fait ceci, c'est un tableau. On vient y appuyer avec les doigts et on doit réagir le plus vite possible. Pareil, j'ai essayé de l'adapter. Alors là, on le verra pas forcément très bien parce qu'on était en journée. Sur la vidéo, on ne le voit pas bien, mais mon drôle ne le voyait pas trop mal. Donc, c'est un laser, en fait, ni plus ni moins qu'un pointeur que l'on vient pointer contre mur.
Et donc là, quand c'est très proche de lui, comme ici, on travaille la vision centrale. Et si on a un mur beaucoup plus grand, on peut aller travailler la vision périphérique sous forme de prépa physique et d'aller appuyer sur chaque laser à chaque fois qu'il pointe contre le mur. Ensuite, travail des silhouettes. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tout est parti en fait de ce schéma-là. Donc ça, en fait, c'est les boxeurs qui utilisent ça. Vous avez une ligne au milieu et une étoile. Donc le boxeur se place par exemple en position de défenseur. L'étoile, c'est le point de l'adversaire qui va venir taper de ce côté-là et donc il va venir esquiver du côté inverse. Okay, donc suivant où est placée l'étoile, il va esquiver d'un côté et de l'autre ou se baisser quand l'étoile elle est au milieu. Et en fait, le but, c'est qu'il enchaîne ces 26, je crois, répétitions, les unes derrière les autres, le plus rapidement possible. Okay, donc moi, je l'ai adapté avec des silhouettes où j'ai repris le même nombre à peu près de silhouettes. La silhouette, elle va vers la gauche ou elle va vers la droite. Donc, si on se place en tant que défenseur, on va venir la plaquer, on va venir engager notre jambe gauche, notre épaule gauche. Si elle va de l'autre côté, ça sera le contraire. Et si c'est au milieu, on essaye d'aller au plus vite. Voilà comment moi, je leur ai présenté. Et je leur ai fait aussi où là, c'était des défenseurs et on se servait de ces silhouettes-là pour avoir des réponses. Mais toujours pareil, le but, c'est d'avoir 25 réponses très rapides les unes derrière les autres. 25 choix très rapides. Et donc là, c'est sur de la défense, il a en plus un œil caché. Donc là, il va le recommencer parce qu'au début, il se plante. La qualité de la réponse motrice sur ce coup-là, je ne lui demandais pas forcément. On était au début, je voulais qu'il y ait une rapidité de réponse. Et donc voilà, donc c'est pour ça que son bras il est mal positionné, mais il n'empêche qu'il a toujours le bon appui qui va devant et qu'il essaye de répondre rapidement à ça. On peut imaginer la même chose avec ballon de face, on se protège, passe à droite, passe à gauche, ou en statut défenseur, épaule forte, jambe forte, plaquage, etc. On peut imaginer le contexte rugby, quoi. Voilà, moi ce que je fais aussi avec ça quand je place ces silhouettes en sous-défenseur, je leur dis ça c'est le premier centre, par exemple pour faire travailler un 10 avec des coupes et des dos, je lui dis ça c'est le premier centre. Donc le premier ballon il va le prendre, les silhouettes je les ai mis en position de premier centre, donc ça il prend son ballon, il prend l'information visuelle et après il envoie en coupe ou il envoie en dos. Sur le mur, on met une croix sur le coupe, une croix sur le dos et voilà. Et le truc pareil, c'est en fait d'être obligé d'enchaîner cette prise de décision là. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que là-dedans, prendre des décisions les unes derrière les autres, ça devient un peu compliqué. Et petit à petit, on s'améliore. Donc voilà pour le côté individuel. Ok, merci Jérôme et bravo au sparring partner. Hein. Top. Ouais, le pauvre. Le drôle est bien. Le drôle. Ça, il a dû en faire un peu mille ça. Bon, en tous les cas, il s'est amusé pendant le confinement. C'est bien. C'est ça. Est-ce qu'on aurait pu faire ça à nos gamins pendant le confinement? Bien sûr. Donc, ils occupent et puis qu'ils ouvrent les yeux, à part ouvrir les yeux sur la tablette, bien qu'ils ouvrent les yeux vers le monde. Voilà. Donc, petit clin d'œil à notre ami le Covid, mais non, mais sinon, il y a bien du temps à gagner quelque part autour du terrain. Il y a du temps à gagner pour nos joueurs. Alors, ceux qui veulent progresser, ceux qui sont obligés de progresser, c'est-à-dire notamment le travail spécifique en filière haut niveau, centre de formation avec des entraîneurs dédiés, là, bien évidemment, ils ont le temps de le faire, hein, on a le temps de le planifier. Bon, voilà. Quels sont vos commentaires et vos questions par rapport à ce travail hors terrain et plus individuel, on va dire, plus analytique? Je trouve le travail très pertinent, mais l'action que je me pose, c'est comment tu évalues au final. Enfin, quel est le feedback ou le retour que tu fais par exemple, sur la dernière grille, tu as tes 25 ou tes 26 faces, mais comment tu juges ou comment toi tu évalues en tant que coach le taux réussite, erreur, et comment tu interviens justement sur ça, quoi. Alors, déjà, on va mettre un chrono, déjà, tout bêtement, et il va voir. Alors, déjà, il va voir au départ que il n'arrive pas à faire les 26 sans jamais se tromper. Donc déjà, le taux d'erreur qu'il va avoir. Et ensuite, le chrono. C'est-à-dire quand il va réussir à faire ses 26, en général, quand il y arrive, au bout d'un certain temps, il y arrive plusieurs fois d'affilée. Et donc, ça va être le chrono qui va jouer. Et là, déjà, il va voir lui, déjà de lui-même, sans même que je sois là, sans même que être capable de le faire sans se tromper. Voilà. Après, on va y rajouter la qualité technique, parce que là, tu l'as vu, la qualité technique sur ces mises en place pour le plaquage, elles sont catastrophiques. Mais à la limite, moi, je ne leur demandais pas là-dessus, je n'insistais pas là-dessus, parce que ce n'était pas le moment. Mais petit à petit, évidemment qu'il va falloir y venir. Et tous ces critères-là te font tes critères de réussite. Alexandre, tu voyais autre chose?
Effectivement, hein, c'est comme une compétence technique, hein, c'est une compétence, donc il faut la suivre, l'évaluer, avoir des voies de progrès, des paliers à franchir, des objectifs. Donc, ouais, Voilà. c'est une vraie démarche, quoi. Sachant que cette année, donc j'avais fait des choses avec ce joueur blessé, mais là c'était une vraie première expérimentation avec des joueurs, avec des petits groupes tout le temps, avec voilà. Donc il y a des choses aussi des fois qu'on a expérimentées qui sont catastrophiques, hein. Il n'y a pas que des voilà. Et puis surtout c'est pas exhaustif. Je pense qu'il existe encore évidemment plein de choses à faire. Qu'est-ce que quelqu'un, oui, au niveau, quand le fait-on, à quel moment l'opportunité de le faire, voilà, le travail sur les blessés, le travail, voilà, en amont de l'entraînement, avant que quelqu'un Je veuille. pense que sur les blessés, c'est un outil, ouais, je pense que c'est un bon outil. C'est peut-être le moment privilégié, comme le disait Jérôme, quand le joueur, eh ben, il n'a pas toutes ses capacités, eh ben, de développer d'autres pour revenir encore plus fort. Donc, au niveau des blessés, oui. Après, sur les exemples des exercices vus, ça peut être un très bon travail sur le centre de formation, par exemple, sur du travail individuel avec un effectif, un effectif réduit. Vraiment rentrer dans le détail, faire du spécifique à ce niveau-là. C'est un outil aussi d'optimisation. C'est très bien. Nous, à Brive, on le fait dans ce cadre-là. On le fait dans le cadre, moi j'y suis tous les lundis, toute la journée, donc avec des joueurs qui sont au centre de formation. Et, voilà. Et le soir, avec les cadets, les crabos qui viennent pour la technique individuelle. Forcément par petits groupes, autrement c'est gérable. Pour faire ce travail-là. Après, il y a d'autres choses à faire. Romain, tu n'as pas trop parlé. Qu'est-ce que ça t'inspire? Donc, toi, tu es encadrant auprès d'autres clubs. Est-ce que c'est une dimension que des clubs peuvent comprendre à faire travailler? C'est pas évident, hein, c'est pas vraiment le rugby au sens basique du terme, mais pourtant, comment les clubs peuvent éventuellement intégrer ça, ne serait-ce que sur les entraînements des blessés, pour toi? Moi, je disais en fait que je m'interrogeais effectivement sur l'entraînement de la vision parce que justement, comme David, sur la formation DE, on a vu les préférences motrices avec les gestes naturels, les gestes imposés, avec les différentes justement vision haute, vision basse, etc. Et du coup, comment on peut intégrer l'entraînement de la vision sur tous ces paramètres de besoins moteurs et de besoins comportementaux. Donc, ça m'intéresse de savoir s'il y a une réponse là-dessus ou pas, quoi. Si on peut intégrer et comment l'intégrer par rapport à tous ces paramètres. Alors, pour répondre quand même un peu à ta question, Romain, bien évidemment que ce travail sur la qualité visuelle, hein, la qualité du voir, doit être lié, complété, hein, enchaîné avec le travail sur d'abord le geste de attraper. Donc, tout ce qui est préhension, qualité d'attraper, donc qualité de main. Hein, si tu travailles la qualité de l'œil et en bas de la chaîne, la qualité de la main, tu peux avoir une réponse motrice qui va être efficiente. Tu vois, donc, ce travail de qualité de main, de préemption, peut être complété aussi par tout le travail, et c'est fastidieux, c'est dense, hein, c'est costaud, le travail de coordination, notamment hein, avec ta main privilégiée, mais aussi tes mains faibles, hein, être capable de faire la même chose. Hein. Donc, tous les jeux de ping-pong que tu peux inventer, hein, avec des petites raquettes, des grosses raquettes, des grosses balles, de palas, hein, de jeux, voilà, on joue avec des mains, hein, donc, mais il faut être aussi bon, entre guillemets, sur la réponse motrice de ta main faible que de ta main forte, quoi. Et ça, le travail déconnecté, en fait, entre ton œil directeur et ta main faible, hein, il faut être capable de l'alterner plutôt que d'être toujours dans le confort, hein, voilà, avec ta main forte. Donc, travail ping-pong, préhension, tout jonglage. Hein, bon, clin d'œil à Philippe Doucy, hein, qui a pas mal de vidéos, qui vient du FCG, qui est au Racing maintenant, qui travaillait beaucoup ces dimensions-là, sur des petits jeux, hein, de balles que tu peux faire chez toi aussi. Hein, voilà. Donc, pour répondre à ta question, Romain, qualité de l'œil, qualité de la préhension, hein, de la qualité main, et qualité après coordination des deux.
D'accord? C'est un enchaînement de tâches qui est un travail individuel à déconnecter du terrain, mais qui est quand même vachement important en amont. Jérôme, si tu es… Non, non, oui, tu oui, veux tout à fait. compléter Après, là-dessus. j'en ai pas mis beaucoup sur les balles parce qu'en fait, on en trouve beaucoup. Il existe les petites balles à réaction motrice là, qui sont un peu difformes. Et ça, c'est vachement bien par petits groupes. Elle ne rebondit pas comme il faut, on met une main dans le dos, ainsi de suite. Et donc, après, oui, il y a tout ce travail de grip, tout ce travail de coordination, mais qui est un travail technique. On va dire que le grip et la passe, c'est quand même des choses qu'on travaille beaucoup quand même. Enfin, ça dépend où, mais qu'on travaillait beaucoup. Et donc, de l'associer, en effet, à l'œil. L'attraper, c'est d'avoir des mains fortes, hein, et où on a confiance dans ses mains, c'est long à faire venir, hein, c'est vraiment très long. Ah oui, par contre, oui. Petit bémol ou petite parenthèse, il y a deux théories qui s'affrontent en fait dans le travail sur les réponses motrices. Il y a, on va dire, un premier champ qui dit on peut dissocier des gestes, les décortiquer, les analyser et faire travailler ça avec d'autres formes de balles, hein, quand on est dans les jeux de balles, que le ballon de rugby. Et puis il y a des partisans qui disent que tout travail sur des ballons différents que ta pratique, en fait, déforme les gestes, ou en tous les cas, ne sont pas complètement adaptés aux gestes. Donc, moi, je ne prends pas parti, et c'est pas, voilà, il faut juste équilibrer la chose entre travail avec ballon de rugby et travail sur d'autres formes et d'autres poids de balles aussi, hein. Ça peut modifier les réponses motrices aussi. Donc, c'est une question de dosage. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est là pour faire du rugby. Donc, à un moment donné, on travaille plein de choses avec des gobelets, des balles de tennis, des raquettes, des machins et tout, à un moment précis. Mais le fond de notre pratique, c'est la réponse sur ballon de rugby. Voilà. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur ce deuxième chapitre lié au travail individuel, ou est-ce qu'on peut enchaîner sur le travail collectif? Non, c'est bon. Jérôme, Stéphane, OK pour toi sur le travail individuel? Un petit peu tout le temps, voilà, et à tout âge et dans toutes conditions. Il ne faut pas attendre qu'il soit blessé. Moi, je crois que, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Michel, tu as dit que le rugby était un jeu de lecture. Eh bien, donnons-nous les moyens de rendre nos joueurs capables de lire au mieux et de trouver les réponses adaptées à chacune des situations. Mais c'est travailler sur les repères. Quand tu dis qu'il faut les deux théories, moi j'ai envie de te dire et que c'est sur la lecture de trajectoire, par exemple, modifier, passer d'une petite balle à une grosse balle, ben, on apprend à mieux lire la trajectoire, à être encore plus adroit dans cette lecture de trajectoire, être capable de bien la réceptionner. Je pense que c'est des atouts supplémentaires pour donner les meilleures réponses motrices dans des situations qui après seront forcément en relation avec le rugby. OK. Jérôme, on te laisse la main sur le dernier chapitre. Allez. On se rapproche de notre contexte. Donc là, plus sur la partie terrain, alors j'en ai pas mis non plus 150 parce que c'est peut-être des choses que l'on fait un peu plus. Alors on les fait en groupe, on donne des indications aux défenseurs, ainsi de suite, et les attaquants font en fonction. Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent le même qui fait les choix et les autres à côté qui subissent un peu. Là, je vous ai mis un exemple, c'est un truc que j'avais trouvé sympa. Vous avez dû déjà voir ça pour les tout petits, c'est ce qu'on appelle un mastermind. Donc, on a une combinaison de plots de couleurs là. Je les mets derrière un bouclier, vous voyez, je les mets à peu près sur les 22 mètres. J'ai un joueur qui va faire des actions ici, qui est par exemple un demi de mêlée, qui va faire des allers-retours entre la ligne des 5 mètres et la ligne en but. Donc, en fait, il va venir poser un plot. Par exemple, il va venir poser le plot rouge sur la ligne. Il y a un joueur sur le troisième rideau. Le plot rouge étant le plus à l'extrémité, lui va venir poser un plot blanc là-dessus, question de lui dire qu'il a juste à cet endroit-là. Pendant ce temps, alors, il pose le plot rouge, vite, il fait demi-tour. Donc, il ne voit pas la réponse du troisième rideau. Et quand il revient, il voit le joueur par là où il se dirige, quelle est la réponse qu'il est en train de donner. Il a un ballon. Et par exemple, on va lui demander des réponses motrices différentes suivant la position du R3. Si elle est ici, c'est trouver un coup de pied qui va rester dans les 15 mètres. S'il est ici, peut-être dans les 5 mètres. S'il est ici, c'est de trouver la touche directement. Et ici, la même chose. Et en fait, suivant le plot qu'il a mis, suivant le déplacement du troisième rideau, je vais lui demander des réponses motrices différentes. Donc, pour lui, ça va l'obliger à regarder le troisième rideau et le premier rideau, ce qu'il est en train de poser. Et pour celui qui est ici, à la fois de voir dans le premier rideau ce qui s'y passe, regarder le deuxième rideau
voir ce qui s'y passe aussi pour pouvoir donner la réponse dans le troisième rideau. Ici, c'est un exo un peu comme le type des silhouettes tout à l'heure. Ma silhouette, elle est ici en fait. C'est mon premier centre. Alors, c'était vraiment le tout début. Donc, j'ai 2 joueurs qui servent en fait que de plot. Un qui est en coupe et un qui est en dos. Et lui, il reçoit le ballon. Il prend l'information visuelle du centre de la position dans laquelle il est et il lui met en coupe ou il lui met en dos. Alors ça, c'est des choses que j'ai pu faire aussi avec les cellules de 3 avant. C'est des choses qu'on peut aller faire de façon différente. Je voulais juste, comme c'était le début, que l'information visuelle elle soit évidente. Voilà, donc là, hop, il tourne ses hanches, donc on doit l'envoyer dans le dos parce qu'il venait resserrer. Là, on doit l'envoyer en cut et ainsi de suite. Et juste pareil, toujours pareil, le but, c'est que lui, il enchaîne ses 25 décisions les unes derrière les autres. Et pour finir sur quelque chose d'un peu plus en mouvement, pareil, je demande au premier centre là, de faire un vrai gros choix. Au début évident et après plus ça va aller, plus on va être dans le contexte normal, plus on va réduire le temps, plus on va réduire tout un tas de choses pour que la prise de décision soit la plus rapide possible. Voilà pour cette petite partie-là, cette petite dernière partie. Et pour nous lancer dans le shoot final, qui est celui de notre job, hein, c'est l'entraînement hein, sur le terrain. Qui veut intervenir là-dessus? Les idées que ça peut nous générer, les compléments à apporter? Est-ce que c'est… Moi, je crois, alors rapidement, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la modification du rapport espace-temps. Plus on va avoir une distance avec une défense lointaine, eh bien, on va trouver des réponses où on aura plus de temps pour trouver des réponses. Plus le rapport espace-temps va être court et plus la réponse doit être immédiate et juste, voilà. Que dans notre méthode de travail aussi, ce droit à l'erreur doit ne pas être une sanction, mais justement une remise en question du joueur pour qu'il puisse s'approprier des nouveaux indices et des nouveaux repères. Et je reviens à ma première idée, c'est que des séquences pour travailler le perceptif et décisionnel chez un joueur, elles doivent être courtes, intenses et bien ciblées sur. On aura créé un scénario, voilà, pour favoriser telle ou telle chose parce que la défense sera écartée, parce que la défense sera courte, sera rapprochée, parce qu'elle sera très en ligne, parce qu'elle sera très agressive. Je crois que c'est à nous, entraîneurs, là, à ce moment-là, de se placer dans un contexte de metteur en scène et de créer nos scénarios les plus justes par rapport à des réponses attendues. Metteur en scène. Ok. Ouais, complètement. On est des vrais metteurs en scène avec une préaction. Je crois que, alors, il y a quelque chose d'important, c'est que cette notion de préaction dans la situation problème, elle est déterminante. Le rugby, c'est pas, mis à part sur les phases ordonnées où on est sur quelque chose d'organisé, structuré, c'est voilà, mais autrement, la préaction doit être prise dans la mise en scène de l'entraîneur. C'est pas je donne le ballon au porteur de balle et après on s'adapte. Non, je jette le ballon, il y a quelque chose qui se passe, il y a un code couleur qui doit se déclencher, et derrière il y a des réactions collectives pour trouver la réponse facile à voir, facile à jouer. C'est comme ça que j'ai envie de vous partager mon idée. Ok. Hubert, oui. Ouais, en complément à ce que dit Stéphane, le boulot effectivement de l'entraîneur là-dessus, c'est de mettre des contraintes à l'entraînement, peut-être, quand c'est possible, c'est-à-dire pour aussi obliger les joueurs à être plus en situation de stress, mais on est en dominant entraînement, donc on peut s'arrêter, reprendre, discuter, évoquer, corriger, alors qu'en situation de match, on ne pourra pas faire tout ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, me vient à l'esprit le côté associer aussi le verbal au visuel. C'est-à-dire que je peux aussi, quand je donne la balle ou quand je la reçois, donner des informations orales aux autres sur la profondeur de la passe, sur peut-être un code qu'on va se donner aussi et qui va induire des actions réflexes derrière. Voilà. Il peut y avoir aussi ce côté-là, parce que tout le monde n'est pas visuel, ou tout le monde n'est pas auditif, ou tout le monde n'est pas kinesthésique. Enfin, on a notre système perceptif plus ou moins développé selon les personnes, avec des points forts et des points faibles. Et du coup, ça peut être intéressant de croiser les informations, comme en classe, entre ceux qui sont plus visuels, plus auditifs. Et du coup, on croise les sources. En complète, d'accord. Ok, parfait. Ouais. Ok, tous les sens, parfait. Tout à fait. La PNL, la programmation neurolinguistique, apporte pas mal de réponses et de solutions pour mettre en place des exercices de ce type.
Tout à fait. Tu peux Avec creuser un peu, Vatos, Laurent, peut-être ou... Ouais. Ce que disait Hubert, c'est le domaine de la PNL, en fait, la programmation neurolinguistique, où on est plus attentif au côté auditif, au côté kinesthésique, visuel. Et nous, ces situations-là, on les met en place sur des exercices assez peu contraignants pour les joueurs. Souvent, dans les skills de début de séance, où on fait des petits skills de passe, on intègre des petits exercices. Alors, c'est par exemple ligne de 4, un qui vient en cut, l'autre en dos, et on l'annonce avec des couleurs de plot. Donc, on lève le plot rouge, ben, le rouge vient en cut. Si on lève le plot bleu, c'est le bleu qui vient en cut. Mais on le fait aussi différemment, et ça rejoint ce que dit Hubert, c'est qu'on donne d'autres sources de communication que le visuel avec les plots. On le fait aussi avec la voix du neuf, par exemple, qui quand même fait, pas le neuf, mais le premier relayeur, quand il fait la passe, il annonce la couleur du plot de celui qui va venir en cut. Voilà, c'est des petits exercices et on essaye de les mettre en place sans trop de pression pour que ce ne soit pas source de stress pour eux, qui prennent confiance en sachant lire de suite et ensuite on rajoute un peu de stress. Voilà, on essaye de le faire évoluer comme ça. Ok. Je vais faire un tour d'écran pour laisser la parole à tout le monde, mais il me vient aussi quand même une remarque. On parle beaucoup de lecture-décision dans le jeu d'évitement de passe, de contournement. On va dans les espaces collectivement ensemble et on les bat dans les espaces. Est-ce que ce travail-là, par exemple, n'existe pas chez les judokas? C'est bien évidemment une connerie que je raconte, mais c'est-à-dire que même dans le travail lié aux décisions contact, sur des temps très court de réponse, il y a aussi certainement des choses à améliorer chez nos joueurs. C'est-à-dire que si effectivement on a toujours la même manière d'aborder un contact ou de se protéger quand on se sent agressé par un gros défenseur qui vient d'un côté ou de l'autre, il faut, je pense, multiplier les situations aussi pour que notre bagage contact s'ouvre aussi dans cette dimension de décision, adaptée, enfin, ne serait-ce que pour ma sécurité. Je ne vais pas toujours percuter de la même manière au même moment parce que ma décision doit être différente à chaque fois. Donc, c'est là aussi, chez les très jeunes, commencer à travailler la chaîne voir, décider, agir sur des petits temps de réponse, et y compris dans des cellules de contact, dans du tout petit périmètre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Est-ce que vous le travaillez dans la dimension contact aussi, ça? Alors non, on n'est pas rentré jusque-là pour l'instant. On a essayé déjà de le faire pour tout le monde, de le faire au niveau des cellules, au niveau de tout ça, mais pas forcément dans la dimension contact. Mais On évidemment, imagine bien des lutteurs, des judokas s'adapter à des prises de bras, des machins et tout. Il faut Ça, par contre, positionner son corps, quoi. Ouais, David, ouais. Ouais, c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, sur la phase de ruck. Savoir prendre la décision si tu grattes ou si tu contre-ruck. On avait un gros problème de discipline à ce niveau-là. On avait des joueurs qui arrivaient sur les rucks et ils pensaient toujours qu'ils pouvaient gratter. Ils se mettaient souvent à la faute et on a mis des situations en place justement pour qu'il y ait une prise de décision et développer la prise de décision pour adapter la réponse la plus efficace, pour gagner en efficacité et en discipline aussi. Ça, on l'a mis en place, par contre, vraiment sur la phase de ruck. Oui. Donc, j'imagine, en fait, le travail après d'entraînement est le même. C'est-à-dire que comme quand on doit décider de faire ou une coupe ou une dos, on va regarder des orientations d'épaule. J'imagine que sur la phase de ruck ou sur les phases de contact, se faire agresser, s'adapter ou aller agresser et être fort, tu dois donner des repères. Il faut d'abord qu'on définisse les bons repères. Qu'est-ce qu'on voit pour quelle réponse, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Le premier qui arrive, par exemple, sur une zone de ruck, il faut qu'il soit… on a développé, on a mis en place des petits exercices pour que le premier qui arrive sur cette zone-là, il soit à même de déterminer s'il a le temps de gratter, si la menace en face n'est pas proche, et s'il peut gratter, ou s'il peut contre-rucker, ou s'il peut prendre le ballon et jouer lui-même. Il y avait ces trois cas de figure-là. Donc, pour te rejoindre, je vais dans ton sens, c'est quelque chose qu'on peut adapter sur les phases de contact et de combat. Ça fait référence à ce que nous disait François Ratier dans un autre, salut François, dans une autre visio. Les anglo-saxons, ils ont des checklists de situations. Et ils entraînent point par point. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est
je pense, plus l'entraînement collectif et de proposer justement à tous nos joueurs cet aspect de travail. Parce qu'effectivement, il y a le travail, comme le disait David, réduit sur une situation de combat ou de ruck. Et bien souvent, on privilégie en fait certains travaux par poste. Et donc, du coup, de pouvoir le travailler sur un collectif interchangeable et de pouvoir y inclure tout le monde, voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir cette notion-là en compte. Et plus qu'un travail individuel, en fait, où le travail individuel, on va plus agir sur la technique et sur la rapidité de vision et d'exécution. Voilà. Ok. Alexandre, tu as l'habitude, une petite minute, t'essayes, comme ça on laisse conclure après à Jérôme, qui aura le mot de la fin. Ok, ben, moi plutôt séduit encore une fois par le format. Après, j'ai plus une réflexion aussi sur le global. Quand je dis le global, c'est comment entraîner ce secteur-là des plus petits aux plus grands. Depuis tout à l'heure, on est d'accord pour dire qu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais du coup, par quoi commencer ou comment commencer et comment l'entraîner un petit peu mais tout le temps pour arriver sur les catégories peut-être un peu plus concernés sur la mise en place de cadres qui vont nous permettre éventuellement de faire des décisions, quoi. Je veux dire, poser un cadre, c'est-à-dire que dans une situation précise, David parlait de contact tout à l'heure, quel type d'information je prélève, et si je constate l'information 1, l'information 2, l'information 3, ma réponse c'est celle-là. Si je constate que la 1 et la 3, ma réponse c'est celle-là, et essayer de définir des cadres dans toutes les situations, que ce soit en position de plaqueur, en position de porteur de balle, en position de soutien extérieur, soutien axe, et ainsi de suite, et pouvoir travailler ces micro situations. Unités, c'est une procédure pour moi, le plus important, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur cette action-là, sur les blessures en fait, mais vraiment essayer de l'intégrer le plus tôt possible sur l'école de rugby, avec les mini-exercices, les codes couleurs ou ce genre de choses, et les vidéos que nous montrait Jérôme tout à l'heure nous montrent bien que c'est possible. Je ne sais pas quel âge a ton fils, j'ai l'impression qu'il a 7 ans, ouais, donc c'est à peu près le même âge que le mien. Et en fait, on constate que c'est possible. Alors après, à leur niveau et à leur degré, mais c'est... Enfin, la question, c'est comment l'intégrer dans le concept de formation des entraîneurs pour éviter qu'on ait une partie des mecs qui soient concentrés sur gagner le match, gagner le tournoi ou travailler le rugby parce qu'on perd des balles sur le rugby, et dire que c'est à l'école de rugby qui doit servir de laboratoire, qu'on doit vraiment essayer de développer le maximum de ces outils, faire en sorte que tous les joueurs aient les outils pour pouvoir, sur les catégories du pôle jeune après, faire le tri dans les outils ou imposer des cadres dans les outils pour pouvoir décider, en fait, tout simplement. Bien sûr que ça nous donne plein de perspectives et de pistes de réflexion. Ça doit nous donner, dans une équipe technique de club ou autre, plein de réflexions aussi à lancer pour savoir comment l'intégrer. Tu étais dans le côté mise en œuvre, hein, et c'est vraiment très important de le décider ensemble, ça, hein. Où est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on a envie de l'intégrer? Est-ce qu'on pense que c'est une plus-value ou pas? À quel moment? Alors, dans l'absolu, oui, on est tous là pour dire c'est utile. Simplement, après, on est confronté au problème de temps. Donc, sur un cycle, sur une saison, sur plusieurs années de progression, sur une filière de développement, quand l'intégrer, à résoudre ensemble ça et se donner les moyens de le faire. Donc, non, c'était important. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, ça peut être aussi le moyen de faire prendre conscience à certains clubs ou à certaines organisations que s'il y a énormément de choses à traiter et qu'il doit y avoir des priorités faites, il nous faut aussi un volume ou un temps adapté d'entraînement. Je dis ça dans une stratégie de faire comprendre, par exemple, à certains clubs, et j'ai été concerné en tant que CT en France, et je pense que Romain, par exemple, qui est CTC au niveau de ses clubs, ça peut aussi lui permettre de connecter et de faire entendre peut-être à certains clubs ou à certains entraîneurs que quand on s'entraîne une fois par semaine en 14, en 16, c'est peut-être pas assez, et qu'à partir d'un certain moment, il va falloir, plutôt que de faire des entraînements de 2 heures, 2 heures et demie, peut-être que 2 séquences de 1 heure ou 2 séquences d'1 heure et demie seraient plus adaptées avec justement un meilleur découpage du timing. Ouais, c'est un gros travail. C'est un gros travail, effectivement, de pouvoir faire comprendre aux éducateurs que un travail de 2 heures,
voilà, tu peux pas, c'est pas possible sur des jeunes. Tu perds en attention, tu perds en qualité de travail, tu perds beaucoup de choses. Et de leur faire comprendre, de réduire, mais en tout cas de multiplier les temps sur la semaine, mais ça va arriver, hein, tout doucement, hein, tout doucement. Moi, j'ai quelques clubs qui le font déjà, mais dans le temps. Dernière chose, après je vous embête plus, je laisse Jérôme clôturer. Mais moi je sais que dans le cadre de mon boulot, sur la formation des entraîneurs, j'ai la chance d'avoir un gros support du ministère en fait et de l'État. Et dans toutes les formations d'entraîneurs qui sont proposées au pays, on a toujours 2 modules qui sont organisés. Un module qui est géré par la fédération, donc sur du spécifique, et un module dit général où en fait il y a énormément d'échanges avec d'autres sports. Et je pense qu'on parlait d'organisation des plannings semaines ou de la même, mais je suis pas contre le fait que des joueurs, notamment chez les plus petits, fassent plusieurs sports et pratiquent plusieurs choses, mais c'est peut-être le moyen aussi de pouvoir travailler ensemble sur la pluridisciplinarité pour voir qu'est-ce qui peut être couvert par, je sais pas moi, le tennis ou le ping-pong pour une activité comme le rugby, alors qu'à proprement parler, il n'y a peut-être pas beaucoup de connexions à première vue. On aurait plus tendance à se rapprocher du judo ou du handball que d'aller dire, le tennis ou le golf, il peut m'aider, quoi. Et je trouvais ça riche, en fait, et je trouve que, entre guillemets, je suis un petit peu chanceux que l'organisation des formations entraîneurs, elle soit comme ça au pays. Mes entraîneurs ne le comprennent peut-être pas tous, la pertinence de pouvoir mêler le mec du tennis avec le mec du football, du rugby, etc. Mais je trouve que c'est super enrichissant et les exercices dont nous a montré les vidéos Jérôme tout à l'heure, c'est vrai que les capteurs vidéo, c'est des trucs que les basketteurs, par exemple, utilisent multiples reprises. Je sais que le hockey sur glace utilise aussi ce genre de choses. Et je pense qu'il y a pas mal de méthodes ou d'exemples qu'on peut s'approprier d'autres sports et essayer de transformer et de le connecter au niveau rugby. On a un miracle à faire, en fait. On a à faire un joueur de rugby qui fait de la balistique, du judo, du jeu d'échecs. Donc, c'est une richesse. C'est super dur à entraîner. Mais il faut peut-être, tu vois, dans ce temps de déconfinement, en profiter. À la fois pour dire en entraînement à distance, même par visio, on va déjà essayer de travailler notre cadre périphérique. Voilà, donc des choses à rajouter à distance, hein, depuis chez soi. Il n'y a rien de plus simple que de faire travailler les yeux avec quelqu'un en face. Et puis aussi peut-être, alors bien sûr qu'il y a les 6 étapes, les 7 étapes, on va arriver au rugby, on a tous envie d'y arriver, mais peut-être aussi leur dire, profitez les gars, profitez pendant 2-3 mois, allez faire du tir à l'arc, quoi. Allez-y, développer d'autres choses, quoi. Développer d'autres choses. Je pense que c'est des richesses qui peuvent se cultiver ailleurs et autrement. Alors, on peut créer des passerelles, hein, Alexandre, tu as raison, hein, mais à un moment donné, c'est tellement vaste ce qu'ils doivent ancrer, les gamins, que allez-y sur d'autres disciplines. Hein. En ce moment, c'est le moment. Hein. Allez-y. Ouais. C'est un avis perso. Hein, mais... que je partage complètement. Je pense à l'ASM et avec son centre omnisport de l'ASM. Aujourd'hui, ils ont fait un centre de formation partagé avec le football. Et j'imagine que la richesse qu'il doit exister dans les bureaux de staff technique qui encadrent footballeurs et rugbyman, j'imagine à un moment, dans 3-4 ans, ils vont avoir développé des nouveaux concepts, des nouveaux… voilà, il y a ce transfert qu'il existe dans les différents sports. À un moment, on fait trop focus sur notre sport qui est le rugby. Et comme tu dis, il est riche d'échecs, il est riche de déplacements, d'athlétisme, de combat, de judo, de tout ce qu'on veut, quoi. Et on fait trop focus des fois sur notre sport pour ne pas aller s'inspirer de ce qui se passe de très simple chez les autres, finalement. Je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Pardon, David. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est notre faute. Merci beaucoup, c'était un régal. À bientôt. Merci, au plaisir, David. Ciao, ciao. Au revoir. L'heure de l'apéro, on rigole pas avec ça. Complètement. Donc, dernière chose, oui, c'est ce transfert qui peut exister dans les autres sports. On est certainement des fois trop focus sur notre entraînement, et qu'on ne va pas voir suffisamment ce qui se passe. Et Alexandre, j'imagine la richesse des formations. Alors, il faut quand même que ça soit centré rugby, mais à un moment, le partage des entraîneurs d'autres sports ouvre l'esprit, d'accord, à certains des éducateurs et des entraîneurs. Et ça, c'est une vraie richesse. Moi, j'y crois dur comme fer. En fait, il faut qu'on se pose la question sur comment, tout petit, on peut aller les faire d'autres sports. Tu fais des stages, tu vas aller faire un truc à l'escrime. J'ai fait des stages pendant des années à jouer les tours.
l'escrime, c'est extraordinaire, les ressemblances que l'on peut avoir. Le frisbee, l'ultimate, on avait un club d'ultimate à Jules-les-Tours, ils étaient là le soir où on faisait un stage. Sur la qualité des mains, comment on finit les doigts, et ainsi de suite, c'est extraordinaire. Et plus d'informations visuelles. Ouais. Ok, Jérôme, on va te laisser conclure s'il te plaît. Moi, je remercie tout le monde, bien évidemment. Hein, c'est toujours un plaisir de partager. Il nous manque la bière, le comptoir, les odeurs et tout ça. Mais voilà, au moins on partage et on discute ensemble. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est le barbecue, là. Merci pour tout. Jérôme, on te laisse conclure. Merci à toi grandement d'avoir préparé tout ça pour nous. C'était super cool. Et voilà. Très bien, le but c'est que ça avance. Moi, ce que j'ai bien aimé là, c'est qu'il faut évidemment qu'on l'intègre dès tout petit, parce qu'en fait, ça paraît d'être une masse de trucs énormes, mais c'est normal si on le fait à un joueur quand il a 18 ans, eh bien, il y a une masse de choses à lui apprendre. Je suis persuadé qu'on peut commencer dès tout petit, par des codes visuels, par du jonglage et des réponses motrices qui vont être différentes. Et après, petit à petit, faire une checklist par truc, par secteur de jeu, et dire, ben voilà, quand il se passe ça, tu fais ça, quand il se passe ça, tu fais ça, et pas juste, on arrive dans un rêve comme un débile. Et donc, essayer de le faire travailler petit à petit durant les années, ça, j'en suis persuadé. Et je pense qu'il y a plein de choses à aller regarder pour améliorer ça. Moi, c'était une première année de grosse expérimentation là-dessus. Et je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses à faire et à faire avancer. Voilà, en tout cas, merci Jérôme, pour votre attention. Ouais. Bravo. Merci, à bientôt tout le monde. Merci, un plaisir. Apéro, ciao. Bonne journée à tous. Ouais, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Laurent, pas trop cuit pour moi. Pas de problème.